je suis Boubacar Badr, je suis le directeur de l'économie numérique au ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, et en charge de Maroc Numérique 2013. Donc aujourd'hui, je vais intervenir pour faire un rappel de ce que c'est que Maroc Numérique 2013. Donc c'est la stratégie nationale pour, donc je vais faire un rappel pour l'amélioration des TIC au Maroc. Je vais ensuite zoomer sur une mesure que l'on appelle de confiance numérique. Donc c'est dans cette mesure d'accompagnement que se place le label ITIRA, qui est un label que nous cautionnons de e-commerce. Et donc on va balayer de la stratégie jusqu'à l'implémentation. Alors, le Maroc Numérique 2013, c'est une stratégie qui a été lancée en 2009 sous l'égide de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui est portée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. Et l'objectif de cette stratégie Maroc Numérique 2013, c'est de développer le Maroc au niveau des TIC, des TIC, et de faire des TIC un facteur de développement humain, un facteur de développement de l'industrie, et un facteur de développement aussi de notre administration et de nos entreprises. Donc on a des objectifs en termes d'augmentation du PIB. On veut augmenter le PIB de 7 milliards de dirhams entre 2009 et 2013, directement, donc par ce que l'on fait, indirectement 20 milliards de dirhams. On veut créer des emplois, 26 000 emplois. On veut aussi informatiser 100% des établissements scolaires. Donc on était à peu près à 20% en 2008. On veut que toutes les écoles, toutes les écoles primaires, tous les lycées, tous les collèges soient informatisés. On veut qu'un foyer sur 3 soit connecté. Quand on a commencé, on avait un foyer sur 10. Aujourd'hui, on a un Marocain sur 3 qui est connecté. C'est-à-dire qu'on a à peu près 13 millions d'internautes au Maroc, d'après les dernières études. On peut dire que 13, c'est 1 sur 3, mais c'est toujours pas un foyer sur 3. Parce que pour un ordinateur dans un cybercafé, on peut avoir 20 Marocains qui accèdent. Donc, on arrive à augmenter aujourd'hui, dans nos chiffres, le nombre d'internautes. On est encore en train de tout faire pour augmenter le nombre de foyers connectés. Et enfin, on veut que l'administration se modernise et donc que l'administration puisse fournir, et donc ça rentre aussi dans le cadre du e-commerce, que l'administration qui fournissait en 2008-2009 16 services e-gov, on veut qu'en 2013 elle fournisse 89 services e-gouvernement. Et parmi ces services, bien sûr, il y a des services e-commerce, parce que l'État est un e-commerçant, il vous fait payer vos taxes, il récolte certains impôts, donc c'est un e-commerçant, et c'est un bon e-commerçant, en plus il recouvre toujours ses créances. Donc on est aussi dans une phase de e-commerce avec l'État. Alors, Maroc Numérique 2013 se divise en 4 priorités stratégiques. Ce sont les priorités sur lesquelles on met un focus important et 2 mesures d'accompagnement. Donc les priorités stratégiques, c'est la transformation sociale. La transformation sociale, c'est donc tout ce qui concerne le foyer, l'individu et le foyer. Donc c'est passer de 1 sur 10 à 1 sur 3, passer de 20% d'écoles connectées à 100% d'écoles connectées. Donc c'est tout ce qui concerne directement le Marocain. Et donc dans la transformation sociale, on trouve tous les programmes du ministère qui favorisent l'accès à un ordinateur. Par exemple, le programme INGES pour les étudiants qui permet au master de bénéficier d'un ordinateur. Le programme GENI qui informatise toutes les écoles du Maroc, qui a mis en place un réseau Internet pour l'éducation nationale. Donc ça, c'est la partie transformation sociale. Ensuite, on a la partie e-gov, donc c'est services publics orientés usagers. Donc là-dedans, on a tout un programme pour gérer la mise en service des 89 services qu'on a identifiés. Dans ces 89 services qui sont dus pour fin 2013, on a fait
un extrait de 15 services qu'on appelait must-have qu'il faut avoir pour la fin de cette année, fin 2011. Ce sont les services sans lesquels on ne peut pas continuer à faire de l'IGOV, état civil, taxes. Donc beaucoup sont réalisés, hein, puisque c'était prévu pour la fin de l'année. Ensuite, on a l'informatisation des PME, parce qu'on a le citoyen, on a ensuite l'industrie, enfin l'entreprise. Bon, les grosses entreprises, on ne s'en occupe pas parce qu'elles ont les moyens de s'informatiser. Par contre, les PME marocaines et les TPE marocaines ont du mal à s'informatiser, sont très en retard sur leur informatisation, donc ont n'ont pas de gain de productivité, ne sont pas visibles sur Internet, ne peuvent pas vendre à l'étranger, etc., etc., etc. Donc on a des programmes avec la LPME de financement de ces PME et des TPE à travers des programmes. Donc pour les PME, je résume, hein, pour les PME, on finance l'acquisition de solutions métiers. Une PME qui est dans le textile, on va l'aider à acheter une solution informatique pour gérer les machines, pour gérer leur productivité. Une PME qui est dans l'aéronautique, par exemple, on va l'aider à acquérir des logiciels pour fabriquer. Une PME qui est dans le commerce, un épicier, où on va l'aider à acheter des caisses électroniques. Donc on a des programmes d'appui. On subventionne jusqu'à 60% de l'achat de solutions. Et enfin les TPE, qui elles ne sont pas éligibles à un financement, on a sorti le programme Infitah, qui est un accès à une formation, ce qu'on appelle le permis numérique. Donc qui est une formation d'une demi-journée pour apprendre à utiliser un ordinateur. Et à l'issue de cette formation, un coupon leur permettant d'acheter un ordinateur et une connexion Internet subventionné par l'État. Donc l'objectif, c'est de faire 10 000 TPE pour fin 2013. Donc c'est pas mal. Donc tout ça pour dire qu'on essaye de faire en sorte que la visibilité, parce qu'une TPE, une PME qui n'a pas un ordinateur de connexion Internet n'est pas sur Internet, ne peut pas, ne serait-ce que communiquer son existence, ses produits, un numéro de téléphone, un numéro de fax, elle ne fait même pas ça. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui cherchent à sous-traiter et il faut que nos TPE et nos PME soient présentes sur Internet. Alors, sans parler le Maroc est encore très très en retard sur le nombre de domaines qu'on dépose. Bien sûr, si nos PME, TPE ne sont pas informatisées, on n'aura pas de site web, on n'aura pas de nom de domaine, et donc on restera à la traîne sur le nombre de domaines que le Maroc peut déposer. Et la dernière initiative, priorité stratégique, c'est la création d'une industrie des technologies de l'information au Maroc, principalement à travers l'offshoring. Donc c'est mettre en place tout ce qu'il faut de façon à faciliter l'implantation d'offshoreurs étrangers, de façon à créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée et hisser le Maroc dans les pays émergents en technologie de l'information. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà avec Casa, Technopark, Technopolis, les 4 autres zones qu'on crée à Tétouan, Agadir, Oujda et Fès, on a déjà 7 des plus grosses sociétés SS2I européennes implantées au Maroc. Donc 7 sur 10, c'est déjà énorme. Donc la plupart des SS2I étrangères viennent au Maroc, s'installent, embauchent nos concitoyens, créent de la valeur ajoutée à l'export, et donc on participe à l'élan national. Donc tout ça, ça ne concerne pas le e-commerce, enfin si un peu quand même. Et ensuite, il y a 2 mesures d'accompagnement qui nous intéressent. C'est ce qu'on appelle le capital humain. On a identifié en 2008-2009 que nos formations ne correspondaient pas forcément, donc les étudiants que l'on sort sur le marché de l'emploi ne correspondent pas forcément au moment où ils sortent à la demande, typiquement des offshoreurs, à la demande des offshoreurs qui, eux, vous
vous avez un X qui vient de France ou d'Europe et qui dit « moi je viens, je vais embaucher 2000 jeunes techniciens et ingénieurs marocains, je veux qu'ils sachent faire instantanément ça, ça, ça et ça », eh ben, on les a pas. On les avait pas. Donc on met en place, avec le FPPT, avec l'ANAPEC, des programmes de mise à niveau de nos jeunes quand les offshoreurs viennent s'installer et ont besoin d'un batch de jeunes. Donc on paye, c'est l'État qui paye les formations pour mettre à niveau les jeunes, de façon à ce qu'ils soient embauchés instantanément et opérationnels dans les entreprises qui viennent s'installer. C'est une condition pour laquelle, enfin une condition à laquelle les offshoreurs viennent s'installer. Sans ça, ils ne viennent pas s'installer. S'ils n'ont pas instantanément une main-d'œuvre qualifiée, ils ne sont pas intéressés pour venir s'installer. Et enfin, la dernière mesure d'accompagnement qui nous intéresse, c'est toute cette stratégie TIC au Maroc ne peut pas se mettre en place si on n'instaure pas la confiance numérique, c'est-à-dire la confiance du citoyen dans les technologies d'information, au sens large, hein, la confiance du citoyen, la confiance de l'entreprise par rapport aux lois, par rapport aux protections et la confiance du consommateur, donc du citoyen consommateur, par rapport aux produits qu'on va lui proposer sur les TIC. Donc je vais passer un peu plus vite. Donc ensuite, quand on prend ces mesures, on les a découpées en initiatives, 18 initiatives, et ensuite les 18 initiatives, on les a découpées en 51 mesures. Vous pouvez trouver toute cette information sur le site igov.ma, il me semble, igov.ma. Donc là, je vais descendre au niveau de la confiance numérique. Donc l'objectif de la confiance numérique, et bien sûr le e-commerce rentre là-dedans, c'est d'instaurer les conditions qui permettent de susciter la confiance des citoyens d'un côté et de l'entreprise de l'autre dans l'économie numérique. Donc mettre en place toute une infrastructure TIC, si derrière il n'y a pas une... Donc c'est la promulgation des lois, c'est le déploiement de structures opérationnelles pour protéger l'infrastructure marocaine, on va en parler, c'est la création de certificats électroniques, parce que comme l'a dit monsieur, si on veut acheter sur Internet, même si on veut échanger sur Internet, pas forcément pour l'achat, mais si on veut échanger, à un moment donné, il faut s'identifier, et on s'identifie à travers des certificats. Et enfin, la confiance numérique est là aussi pour faire de la communication. Donc on a 3 initiatives et des actions. Sur l'initiative, on a une première initiative, donc on a 3 initiatives. La première initiative, c'est la mise à niveau du cadre réglementaire. Donc on a identifié, bon, il y avait en 2008, hein, aujourd'hui on est bien avancé, on a identifié qu'il y avait des manquements dans notre cadre réglementaire. L'initiative 2, c'était mettre en place des structures opérationnelles pour encadrer la confiance numérique. Et l'initiative 3, c'est la promotion, la communication, la promotion, la sensibilisation. Donc sur le cadre réglementaire, on a sorti un arsenal de lois. On va voir quelles sont les lois qui ont été sorties. Donc principalement la protection des données, des données à caractère personnel, avec la création derrière en initiative 2, donc initiative 1, sortie de la loi sur la protection des données, initiative 2, création du CNDP, qui est la commission chargée d'étudier, de mettre en place cette protection. Ensuite, le développement du commerce électronique, le soutien du développement du commerce électronique, donc à travers des lois, on va le voir après, de protection du consommateur sur Internet, de protection de du vol d'identité, etc. Et enfin, favoriser la dématérialisation des transactions électroniques dans le domaine. Donc ensuite, en initiative 2, on a mis en place un comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information. On a mis en place un master, j'en parlais tout à l'heure, qui est là pour protéger les infrastructures vitales de l'État au niveau informatique. On a mis en place un tiers de confiance numérique qui est la Poste, enfin Daled Maghreb, qui aujourd'hui est habilité à délivrer des certificats de classe 3 pour signer les transactions électroniques. Et on a mis en place la commission des données personnelles et on est en train de développer les sites de backup. L'initiative 3, c'est la promotion et la sensibilisation des acteurs de la société des SSI.
Donc on va faire une campagne de communication autour des risques inhérents à Internet, à l'informatique. On est en train de travailler avec les écoles d'ingénieurs et les universités pour améliorer justement les cursus universitaires et des écoles pour intégrer la sécurité des systèmes d'information dans leur cursus. Et on fait pareil avec les professions juridiques. On met à niveau nos juges pour qu'ils puissent juger justement des affaires concernant les technologies de l'information. Tout ce qui est commerce électronique ils doivent être capables de juger de la validité ou pas de transactions commerce électronique. Parce qu'on va y arriver, on va arriver à des plaintes, on est déjà saisi par des plaintes sur le commerce électronique, donc il faut que tout le système judiciaire aussi soit à la hauteur. Et enfin, on avait pour objectif, c'était l'action 53, de définir une site des chars marchands, et donc avec un label associé. Donc j'en ai parlé, on a sorti une batterie de lois, la loi protégeant les données à caractère personnel, la loi protégeant le consommateur, des lois fixant les conditions d'utilisation de la cryptographie et du certificat électronique. On a mis en place un CERT, d'ailleurs dont l'inauguration était jeudi, pour protéger, donc c'est un centre qui est là pour protéger des cyberattaques le réseau de l'État, de l'administration. Les banques ont aussi leur CERT et on a fait en sorte que Baril Maghreb soit un tiers certificateur et donc on met en place aussi en initiative 3 le label ITIRA. Donc c'est quoi le label ITIRA? Le label ITIRA, c'est un label qui vient instaurer la confiance du consommateur dans un site marchand. C'est un label qui appartient à la CGEM, hein, donc ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus avec tous les acteurs du marché. Je veux dire, messieurs qui sont ici ont travaillé avec nous, certains messieurs ici. Donc on a fait un tour de table avec tous les acteurs du marché et on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il fallait un label qui identifie des sites marchands, qui vérifie un certain nombre de critères. On va voir les critères. Et donc, la CGEM a déposé le label et on a rédigé un certain nombre de documents pour gérer ce label. Donc le ministère est partenaire avec la CGEM dans la gestion de ce label. Donc c'est la caution, nous on est caution de l'État sur la gestion de ce label. Et bon, et la CGEM c'est quand même le patron des patrons, hein, donc c'est eux qui sont porteurs du label. Et donc le label, justement, permet d'identifier et donc de séparer les sites marchands qui le possèdent de ceux qui ne le possèdent pas. Donc c'est très binaire. On veut que le consommateur, quand il va sur un site marchand, il sache si ce site ITIRA ou pas. Donc le nom est aussi évocateur, hein, d'accord. Donc le label est co-géré, même si la propriété de la CGEM, il est co-géré par les deux entités à travers des comités de pilotage. Il y a 2 comités de pilotage par an, si je ne me trompe pas. Hein. Et donc ces comités de pilotage définissent la stratégie du label, mais on a tenu à ce que dans la gestion de ce label, on a créé 2 commissions. Une commission de veille, qui est là pour proposer au comité de pilotage les évolutions du label, évolution dans les documents permettant d'attribuer le label, évolution, je sais pas, dans les technologies qu'on peut valider ou pas valider. Donc ce comité de pilotage, ce comité de veille, excusez-moi, est composé de 10 membres, donc le ministère bien sûr de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies, la CGEM, et vous y retrouvez aussi la PEBI, la Poste Maroc, la Mexel, MTC, CMI et un représentant des consommateurs. Donc ces personnes-là se réunissent et c'est eux qui font évoluer on va dire la partie technique du label. Est-ce qu'il faut augmenter le niveau d'exigence sur le paiement? Est-ce qu'il faut baisser le niveau d'exigence
sur je sais pas, les conditions de vente, etc., etc. Donc il y a un comité qui se réunit régulièrement et qui définit, qui définit l'ensemble des documents qui gèrent le label. Et ensuite, il y a un deuxième comité, en fait, qui est une commission, qui attribue le label. Donc, cette commission, à ce moment-là, elle est différente. C'est le ministère, la CGEM, l'APBI et les consommateurs. D'accord ? Donc, ces gens-là décident d'attribuer le label, on va voir suivant quel process, donc attribuer le label aux e-commerçants. Alors, le label, comment est label et comment est attribué le label. Le processus d'attribution du label est simple, c'est un e-commerçant saisit la CGEM en lui disant bon, je veux être labellisé, la CGEM lui transmet une liste de tiers experts. Donc, il y a eu des tiers experts, il y a 6 tiers experts qui ont été accrédités, donc ce sont des cabinets de la place qui doivent respecter un cahier des charges rédigé par la commission de veille, et donc ils auditent le site e-marchand, la société qui est porteuse du site e-marchand. Il y a 11 critères, et bon, ils font un audit, et ils rédigent donc un rapport d'audit qu'ils donnent à la commission d'attribution avec avis favorable ou défavorable, et à ce moment-là, la commission étudie l'audit du tiers expert et donc attribue ou pas le label. Lorsque le label n'est pas attribué, l'auditeur a pour mission de donner l'écart qu'il y a entre le site marchand et éventuellement l'entreprise et le label, de façon à ce que toute entreprise qui se fait auditer sait ce qui lui manque. Les conditions de vente ne sont pas visibles, l'adresse de l'entreprise vendeuse peut-être n'est pas visible sur Internet, il n'y a pas respect peut-être de la loi sur les consommateurs, etc. etc. Donc il a le delta qui lui manque pour pouvoir être accrédité. Et donc on attribue comme ça les labels aux entreprises d'e-commerce. Donc, il y a des documents qui sont rédigés, je ne sais pas s'ils sont publics aujourd'hui, pas encore, ils sont publics, ils sont sur le site de la CGEM. Hein. Donc la CGEM a fait un site, et les documents contre lesquels, on va dire, sont audités les sites marchands sont publiés. Alors, on a fait un choix, le tour de table de la commission de veille a fait un choix. Ce choix, c'est de ne pas commencer avec un label qui est trop contraignant. Parce que justement, l'objectif est d'amener tout le monde sur ce label, un label pas très contraignant, et petit à petit d'aider tout le monde à progresser en rajoutant petit à petit des contraintes qui seraient difficiles à atteindre au début, surtout qu'on a fait une étude et on s'est aperçu que 70%, c'est ça, 70% des entreprises e-commerce sont des TPE, donc pas forcément les moyens d'entrer, d'être au niveau gold, on va dire, et d'avoir tous les critères. Donc on a identifié un niveau minimal qu'il fallait respecter, et on considère que ce niveau est atteignable. Personne ne peut nous reprocher de demander à ce qu'une adresse soit visible, à ce que les conditions de vente soient accessibles, à ce que la protection du consommateur soit respectée. Donc on a mis le minimum, et on va petit à petit, d'année en année, augmenter petit à petit le niveau d'exigence du label pour essayer d'atteindre avec les participants, avec les e-commerçants qui auront fait l'effort de rentrer dedans, donc d'atteindre un niveau plus élevé. Alors, justement, comme j'ai dit, beaucoup de e-commerçants au Maroc sont des TPE, donc on étudie en parallèle, le ministère, donc dans le cadre de la productivité de la PME, on étudie un moyen de financer ces entreprises, pour l'acquisition du label, parce qu'il faut quand même payer le tiers auditeur pour être labellisé. Donc on essaie carrément de payer le tiers auditeur de façon à ce que ce soit, entre guillemets, pas cher pour le e-commerçant, de façon à ce que l'opération soit, entre guillemets, transparente pour lui. Et éventuellement,
l'accompagner dans la mise à niveau de son offre, de façon à ce qu'elle soit labellisable. Donc on est en train d'étudier ça. C'est pas facile, mais on essaye de mettre en place une offre financière pour accompagner les e-commerçants dans l'acquisition de ce label. On n'a aucun doute sur le fait que la RAM, Jet4You et autres auront le label facilement. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les petits qui n'ont pas les moyens forcément de... Donc c'est eux qui nous préoccupent, c'est pas les grands. Les grands, c'est très bien qu'ils n'ont pas besoin de nous. Okay, et donc, je pense que j'ai fait le tour du label. C'est un label vivant. Nous sommes à la disposition de l'ensemble des acteurs économiques pour échanger, prendre en compte les observations, faire des conférences, faire la promotion. Et donc justement, dans la promotion, la dernière mesure, qui viendra début d'année prochaine normalement, c'est le ministère va se charger, bien sûr un label, si derrière personne ne sait qu'il existe et personne ne sait quelle est sa qualité, enfin qu'un site qui arbore ce label est quand même répond à des... donc ça ne sert à rien, donc le ministère va faire une communication auprès du citoyen, donc une communication à grande échelle pour dire le label existe, il y a des sociétés qui l'ont, faites-leur confiance, ils répondent aux critères de confiance numérique, allez-y. Donc on attend déjà, c'est normal, hein, on attend qu'un certain nombre d'entreprises aient obtenu le label, parce que si on fait de la pub alors que personne n'a le label, c'est inutile. Donc on attend qu'il y ait un premier pool d'entreprises qui obtiennent le label, pour ensuite faire la communication auprès du citoyen, lui dire, voilà, aujourd'hui, on peut lire, on a de la lisibilité sur Internet au Maroc, il y a certains sites qui vont se démarquer des autres, allez-y, nous, ministère, on donne notre feu vert. Donc voilà. Les prochaines actions sont principalement, on va attribuer, on va faire vivre le label, on va communiquer, et puisqu'on a abordé le sujet tout à l'heure avec monsieur, sachez aussi que le ministère fait tout pour aider, donc notre ami ici nous a bien remonté, fait tout pour aider les PME et les TPE à faire face aux difficultés qu'ils ont, aux difficultés par rapport aux cautions, par rapport au taux pratiqué on est sensible, on a été sensibilisé et on a commencé à faire des tours de table. Donc c'est pas confidentiel ce que je vais dire. On a vu Banque Lendré, on a vu les banques, le GBBM qui est l'organisme qui regroupe les banques, pour leur dire, messieurs, c'est plus possible aujourd'hui de mettre toute la responsabilité sur le e-commerçant, de lui faire porter la responsabilité, les coûts, il faut partager les responsabilités et les coûts, et ou s'il y a un coût, qu'il y ait un service associé à ce coût, et non pas que des contraintes, qu'il y ait aussi Donc je sais que tout le monde ici est sensible à cette problématique, et nous avons été sensibilisés à cette problématique, et nous la gérons, et elle sera bientôt gérée. Voilà. Merci beaucoup, M. Badou. Déjà de venir de Rabat, du ministère, 1 heure, ça fait 2 heures plus. Mais vraiment, c'est enrichissant. Et le problème qu'on a évoqué durant tous ces 2 jours dans les conférences, effectivement, vous avez conscience comment on peut développer le e-commerce grâce que si on met la main dans la main tout le monde,